Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette 7e édition du Salon maçonnique de Toulouse qui porte sur deux principaux thèmes de la tradition maçonnique, transmettre et construire. Bonjour Monsieur Francis Wolf. Bonjour Jean-Pierre. Et bienvenue en terre d'Occitanie. Et merci de nous livrer les fruits de votre réflexion sur la raison de l'universel. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Vous, dont cet autre grand nom de la philosophie, André Comte-Sponville, dit que vous êtes le plus grand philosophe français vivant et qu'il ne connaît pas de philosophe dont la pensée soit plus forte, plus savante et rigoureuse que la vôtre. Mais faisons un peu plus connaissance. C'est à l'âge de 15 ans que vous découvrez la philosophie, après la lecture des méditations métaphysiques de Descartes, on n'y échappe pas, qui mirent fin, dites-vous, dans votre dernier livre, Le Monde à la première personne, à vos pensées fiévreuses, existentielles. Je voudrais juste dire un petit mot sur ce livre. Je ne vais pas présenter toute la bibliographie de M. Wolf, ce serait trop long et trop difficile pour moi. Je vous recommande ce livre, non seulement pour cheminer dans la philosophie de M. Wolf, mais il est d'une précision méticuleuse concernant la présentation des outils essentiels pour cheminer et construire votre pensée philosophique. Nous, maçons, nous avons nos outils rationnels, mais plutôt symboliques. Francis Wolf nous livre les clés des concepts essentiels de la philosophie d'une façon claire, simple, et notamment le logos d'Aristote qui a fait transpirer bien des étudiants dans les différentes épreuves. Il ne s'agit pas du livre philosophie pour les nuls, certainement pas. Francis a une autre considération de l'être humain, il va vous en parler. Donc je vous recommande ce livre qui peut être lu également, vous le comprendrez plus tard, par vos enfants ou vos petits-enfants. Donc, Le Monde à la première personne, entretien avec André Comte-Sponville, c'est le dernier écrit de Francis. Vous entrez ensuite en 70 à l'école normale supérieure et suivez les cours de Derrida, Foucault, Althusser, les philosophes de la déconstruction, dont vous prendrez plus tard vos distances. Vous passez votre agrégation et enseignez à l'école normale d'instituteurs de Laon, puis dans de nombreux lycées. En 79, vous partez avec votre épouse, vos enfants et votre piano. Et oui, notre philosophe est aussi musicien et grand musicien. Enseignez à l'université de Sao Paulo, un moment important dans votre cheminement philosophique. Vous êtes frappé par un grand choc et un vent frais quand vous découvrez les travaux d'une jeune génération de philosophie analytique qui renouait avec la philosophie d'avant l'influence de la pensée allemande. Vous dites y avoir réappris progressivement à lire naïvement un texte philosophique. Vous revenez en France à l'université de Reims, de Paris-Nanterre et Normal Sup, où vous êtes nommé professeur et directeur du département de philosophie. Vous y animez le séminaire Positions et arguments et aujourd'hui, vous êtes professeur émérite à l'école normale supérieure. Vous vous êtes fait connaître comme historien de la philosophie antique, comme philosophe de la musique, comme métaphysicien, comme critique des utopies contemporaines. Votre philosophie ne rentre pas dans un système. Vous avez une philosophie qui tend vers une vérité universelle et va de concept en concept,
à mi-chemin entre l'expérience et la raison. Vos travaux, marqués par une volonté reconstructrice, sont en opposition avec les tendances du moment. Ils sont centrés sur la singularité de l'être humain. Vous mettez au cœur de votre recherche les universaux anthropologiques dans les domaines de la pensée, des doctrines morales aux idées esthétiques, ainsi que les aspects les plus divers de la vie humaine, langage, amour, émotion, etc. Vous ressuscitez la métaphysique, que vous entendez comme toute investigation par la raison seule, portant sur les questions dernières qui sont au-delà de notre expérience. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas le réel ni l'univers, c'est le monde. Vous y répondez dans votre ouvrage de référence, Dire le monde, un chef-d'œuvre, n'hésite pas à dire André Comte-Sponville. Nous ne pouvons dire, dites-vous, que ce que nous pouvons dire. C'est le langage qui fait le réel, du réel un monde. Philosopher, pour vous, c'est poser le questionnement enfantin avec une voix d'adulte, du qu'est-ce que et du pourquoi. C'est penser autrement les problèmes d'aujourd'hui avec les outils contemporains comme les sciences humaines ou les neurosciences. Cette question, qu'est-ce qui en vérité est réel et pourquoi, n'est pas nouvelle pour nous maçons, mais elle est d'une grande actualité. En effet, ce type de réalisme auquel nous assistons aujourd'hui nous éloigne grandement de notre plainte métaphysique sur laquelle repose toute notre édification humaniste. Francis Wolff, les mots, les idées, la profondeur et la justesse de votre pensée, exposée dans Plaidoyer pour l'universel, qui est le 3e tome de votre trilogie, donc Plaidoyer pour l'universel, 3 utopies contemporaines, et puis Notre humanité, d'Aristote aux neurosciences. Ces livres sont pour nous des pierres polies, nécessaires à notre incessante construction de l'universalisme, tellement votre constat est juste et parfait. Il y a pour vous des valeurs universelles, la raison, la science, l'égalité de tous les êtres humains, etc., qui sont au-dessus des opinions, des convictions morales ou religieuses, des différences de communauté ou de culture, certes, toutes parfaitement respectables. Vous considérez que ces valeurs d'aujourd'hui se portent mal et qu'on assiste à droite à la montée des nationalismes et à gauche à la montée des revendications identitaires. Quant à l'universel, on lui fait toujours le même reproche, d'être à la fois uniformisateur, oublieux des différences et des sentiments d'appartenance. L'universel serait finalement que le masque de l'intérêt du plus fort qui nierait l'opposition des dominants et des dominés. Vous estimez que ces critiques sont souvent pertinentes et qu'il faut à la fois y répondre et montrer que les valeurs universelles n'ont rien perdu de leur pouvoir émancipateur. Mais alors, Francis Wolff, sur quoi fonder ces valeurs? Et notamment celles de l'humanité, quand pour vous, on ne peut plus s'appuyer sur un Dieu révélé, ni sur une nature équivoque. Et quelles armes restent aujourd'hui à la raison? Et de quelle raison s'agit-il? Francis, éclairez les maçons que nous sommes et qui sont en recherche d'une dimension qui vise à rétablir l'homme au centre de l'équilibre entre la matière et l'esprit.
36, vous avez la parole. Je ne sais pas si je serai à la hauteur, Jean-Pierre, de cette présentation. Et je ne peux, je crains, que décevoir après tant de compliments sous lesquels je croule. Écoutez, je vais tenter de faire au mieux de mes possibilités. Est-ce que vous m'entendez au fond? Bon, très bien. Alors je voudrais, pour commencer, faire un point sur le moment où nous sommes. Au fond, nous n'avons jamais été aussi conscients de former une seule humanité. Le progrès des moyens de transport et surtout le progrès des moyens de communication, Internet, les réseaux sociaux, nous donnent chaque jour une plus grande conscience que, au fond, nous sommes une seule humanité. Il est si facile aujourd'hui d'appeler n'importe quel correspondant aux 4 coins du monde, et c'est infiniment plus facile qu'il y a simplement quelques décennies de trouver à correspondre avec des personnes qui étaient éloignées que de quelques centaines de kilomètres. Or, au moment même où, par ailleurs, nous avons de plus en plus conscience que les maux que l'humanité doit affronter sont de plus en plus globaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, nous savons que ce qui nous menace, c'est nous autres êtres humains, ce sont des maux à la hauteur de l'humanité. On parle du réchauffement climatique, on parle de toutes les crises écologiques, mais pensons aussi à la dernière pandémie, aux pandémies qui nous ont touchés, nous, non pas en tant que Français, Allemands, Chinois, mais en tant qu'êtres humains. Pensons aussi aux menaces nucléaires. Bref, nous savons que les véritables maux sont à l'échelle de l'humanité. Et au moment même où cette humanité devrait enfin prendre conscience que de son unité, nous constatons, ainsi que Jean-Pierre l'a rappelé à l'instant, nous constatons exactement le contraire. C'est-à-dire de plus en plus de repli. Repli à droite comme à gauche, repli nationaliste, repli xénophobe, méfiance de l'étranger, rejet des étrangers dans la mer, ou, inversement, côté gauche, montée des revendications identitaires, là où, il y a peu, on parlait de revendications égalitaires. Confusion de l'égalité et de l'identité avec la montée de tous ces mouvements qui revendiquent leur identité avant de se penser en tant qu'humains égaux. Donc voilà le paradoxe. Nous sommes de plus en plus une seule humanité et nous revendiquons au contraire de plus en plus notre petit précaré, nos petites différences. Je ne suis pas comme les autres, nous ne sommes pas comme les autres, parce que chacun d'entre nous, ou plus exactement toute communauté, exige d'être reconnu pour son identité. Alors, comment, c'est la question que m'a posée Jean-Pierre, et c'est la question qu'on m'a posée pour laquelle je suis supposé répondre, comment aujourd'hui retrouver des valeurs universelles? Nous allons voir quelles sont ces valeurs universelles. Mais d'abord, ce que nous constatons aussi, c'est que de plus en plus, les critiques de l'universel triomphent de ce qui, il y a encore peu, nous semblait les traits les plus communs à l'humanité. De temps en temps, on nous dit « mais l'universel, Jean-Pierre l'a rappelé à l'instant, ce n'est que le droit du plus fort ». Au fond, quand on dit l'universel, est-ce qu'on ne parle pas au nom du patriarcat? On dit tous les hommes, et pourquoi pas aussi toutes les femmes. On dit tous les hommes, mais est-ce que ce n'est pas seulement tous les hommes blancs, tous les mâles blancs? Est-ce que quand on dit tous les hommes,
Est-ce qu'on ne parle pas simplement des Occidentaux, européocentrisme? Quand on dit tous les hommes, est-ce qu'on n'oublie pas les animaux? Autrement dit, l'universel ne serait jamais assez universel, ou alors il l'est trop. Il est oublieux des différences, il est oublieux des nations, dit-on à droite, ou des victimes, ou des cultures, ou des religions des dominés, ou même des races, parce que, comme vous l'avez peut-être remarqué, cette notion que l'on croyait enterrée dans la poubelle de l'histoire, après les crimes de la Seconde Guerre mondiale, refait surface aujourd'hui. Alors voyons d'abord les critiques de l'universel. D'abord, c'est une très vieille critique, quand on dit l'universel, on se prétend neutre. Or, l'objecteur dit « mais non, ça n'existe pas, la neutralité. Il est impossible, nous dit-on, on va répondre, de parler au nom de l'universel, et celui qui invoque l'universel, croyant se placer au-dessus de la mêlée, ne fait que nier qu'il y ait des relations de domination et donc une opposition binaire entre dominant et dominé. On ne peut donc, nous dit-on, que parler au nom de sa propre identité, qui, elle, nécessairement, entre dans une opposition entre oppresseurs et oppressés, dominant-dominé, homme ou femme, blanc ou noir, colonisateur ou colonisé, hétérosexuel ou homosexuel, chrétien ou musulman, etc. Nier ces différences, nous dit-on, eh bien, c'est nier la réalité. À quoi il faut évidemment répondre? L'universel est certes souvent le moyen de nier les discriminations ou les injustices réelles par une position qui se prétend de surplomb au-dessus de la mêlée. Il ne faut pas le nier. Pourtant, est-ce que nous devons nous sentir obligés de nous définir par une identité particulière? Est-ce que nous devons nous dire homme ou femme, ou homosexuel ou hétérosexuel, ou bisexuel, ou colonisé ou colonisateur, ou victime ou coupable? Les identités contemporaines sont de plus en plus plurielles, mouvantes, métissées, variables. Après tout, nous sommes tous des dizaines et des dizaines d'identités différentes selon les moments, selon les circonstances. Nous ne devons pas nous réduire à une identité. Deuxième critique, on l'a dit déjà, l'universel ne serait que le masque des intérêts des dominants. Et on nous dit souvent, quand tel ou tel nous dit « tous les hommes sont », ah, ne croyez pas ceux qui parlent comme ça. Ne croyez pas ceux qui disent « tous les hommes sont ». Demandez-vous qui dit cela. Demandez-vous qui dit cela et au nom de quoi il a intérêt à le dire. À chaque fois qu'on invoque l'universel, nous objecte-t-on, on masque sous ce nom, des entreprises particulières de domination. Alors là encore, il faut se rendre à l'évidence, il y a une part importante de vérité dans cette critique. Par exemple, la civilisation dite européenne, qui s'est prétendue longtemps à vocation universaliste. Par parenthèse, je n'aime pas du tout que l'on parle de valeurs occidentales. Il n'y a pas de valeur occidentale. Et comment peut-on parler de valeur occidentale quand on sait que l'Occident a été le théâtre des pires massacres de l'histoire? Quand on sait que c'est en Occident que l'on a réduit des êtres humains à l'extermination? Comment ose-t-on parler de valeur occidentale? Il n'y a pas de valeur occidentale. Il y a des valeurs universelles. Ceux qui invoquent aujourd'hui les valeurs occidentales, qui sont-ils? Eh bien, ce sont les mollahs en Iran qui disent que les femmes qui se débarrassent de leur voile sont influencées par les valeurs occidentales. Elles réclament tout simplement la liberté, non pas les valeurs occidentales. Ceux qui invoquent toujours les valeurs occidentales, ce sont ceux qui nient
les valeurs universelles. Je ferme cette parenthèse. Alors il est vrai que cette prétendue civilisation européenne à vocation universaliste a servi à exterminer les Indiens ou à coloniser l'Algérie. Nous sommes là, les universaux, les universalistes, nous allons leur apporter la civilisation à ces barbares. Plus près de nous, la démocratie et les droits de l'homme ont servi de prétexte à la guerre d'Irak en 2003. Le prétendu universel n'est alors qu'un prétexte à des fins particulières. Est-ce toujours le cas? Bien sûr que non. Ça n'est pas toujours le cas. Au contraire, les pires entreprises de domination n'ont nullement besoin de ce prétexte. Elles se font le plus souvent au nom d'intérêts particuliers ou d'identités transformées en essence éternelle. On discrimine, on écrase, on massacre, on extermine des gens parce qu'ils ne sont pas comme nous, qu'ils ne sont au fond que des étrangers, des nègres, des niakoués, des youpins, des sous-hommes, en quelque sorte des bêtes nuisibles qui infectent le sang des vrais hommes, qui polluent l'espace vital, etc. Mais surtout, il faut rappeler que seul l'universalisme, c'est-à-dire celui des Lumières, celui que, d'ici quelques instants, je vais tenter de définir, autrement dit la raison, la science, l'égalité, seul l'universalisme a des vertus émancipatrices. Par exemple, comment osons-nous protester contre le fait qu'ici on rejette des hommes à la mer ou qu'on les parque dans des jungles si on ne se solidarise pas avec ceux qui, là-bas, en quelque autre lieu du monde, eh bien, luttent contre la soumission aux lois claniques, aux superstitions funestes, aux crimes d'honneur, au massacre des intouchables, à l'amputation des voleurs, au suicide des veuves, au travail des enfants, à l'excision des fillettes ou à leur mariage à 8 ans. Ça n'est pas leur culture, c'est un truc particulier pour asservir certains êtres humains et en particulier les femmes. Pourquoi, s'il y a ici des voix critiques pour s'opposer aux pratiques discriminatoires ou inhumaines, pourquoi n'y en aurait-il pas aussi là-bas? N'y a-t-il pas, dans toute société, et même dans toute culture, si on tient à ce mot, culture, des consciences, qu'elles soient opprimées ou éclairées, des voix parlant de l'universel? Et si je faisais allusion à l'instant à l'espèce de révolution ou de contre-révolution que mènent les femmes aujourd'hui en Iran, c'est précisément pour montrer qu'il y a dans toute culture, dans toute société, dans toute société si discriminatoire qu'elle soit, un moyen pour que des consciences s'éveillent, des voix qui parlent au nom de l'universel, qui se révoltent contre l'esclavage dans les sociétés esclavagistes, qui s'insurgent contre les sacrifices des êtres humains, contre le suicide par le feu des veuves en Inde, etc., la lapidation des femmes adultères. Autrement dit, n'y a-t-il pas, dans toute culture, partout, en tout temps, des antigones, des voix individuelles qui parlent au nom des valeurs universelles? Alors, loin d'être émancipatrices, les critiques qu'on fait ordinairement à l'universel, au nom des prétendues cultures particulières, sont en réalité un frein à l'émancipation des femmes et des opprimés dans le monde. Il est d'ailleurs assez étonnant que, hors d'Europe, les mobilisations, je pense à ce qui s'est passé, par exemple, il y a une dizaine d'années, dans ce qu'on a appelé les printemps arabes, à ce que se passe aujourd'hui en Iran. Pourquoi ces mobilisations se font au nom de valeurs universelles, liberté individuelle, égalité des femmes et des hommes, état de droit, élection libre, transparence, non-discrimination, pendant que
sur les campus américains, par exemple, où, dans une partie de la gauche européenne, les luttes se font contre ces mêmes valeurs considérées comme occidentales ou démobilisatrices. Cela dit, ceci étant rappelé, il faut aller plus loin. Si l'humanisme ou les valeurs universelles, je définirai cela tout à l'heure de façon plus précise, se portent mal, c'est parce que cette notion même d'humanité est aujourd'hui affaiblie. Elle subit, elle aussi, des critiques différentes, des critiques diverses, des critiques philosophiques, des critiques politiques, des critiques scientifiques, des critiques morales. Alors, Jean-Pierre a fait allusion à un des livres que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelait « Trois utopies contemporaines ». Le point de départ de ma réflexion était le suivant. Dans l'Antiquité, et chez Aristote en particulier, l'homme était défini par deux limites. Au-dessus de lui, il y avait les dieux. En dessous de lui, il y avait les bêtes. L'homme était entre ces deux natures, ces deux essences, et il se définissait aussi par négation. Il n'était pas immortel comme les dieux, mais il était rationnel comme les dieux. Il n'était pas irrationnel comme les bêtes, mais il était mortel comme les bêtes. Autrement dit, ce qui les opposait aux uns permettait de les définir par rapport aux autres. Et en même temps, ces deux limites étaient une manière de comprendre l'humanité par ce qu'elle ne devait pas faire. Elle ne devait pas se prendre pour des dieux, viser l'immortalité, c'était péché par hubris, disaient les Grecs, péché d'orgueil, si vous préférez. Et elle ne devait pas se prendre pour des animaux, des bêtes, à s'abêtir, à abdiquer sa raison. Voilà ce qui nous définissait, nous, êtres humains, ces deux limites. Et cette vision a plus ou moins été transmise au Moyen-Âge et au temps moderne, c'est-à-dire que l'humanité était au centre du monde, non pas au sens où elle n'était la créature la plus élevée, mais au sens où elle était entre deux natures. On retrouve cette idée chez Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête. Or, que constate-t-on aujourd'hui? Ces deux limites, depuis le tournant 20e, 21e siècle, ces deux limites se sont écroulées, ou elles sont de plus en plus vagues. Pour une grande partie de l'humanité, le ciel est désormais vide, ne permet plus de nous définir par rapport aux dieux. Et pour une autre partie, pour laquelle Dieu n'est pas mort, eh bien, Dieu est si puissant, si loin de nous, qu'il ne permet pas de nous définir par rapport à lui, tellement son pouvoir nous écrase. Donc, nous définir par rapport à ce qui est au-dessus de nous n'est plus possible. De la même façon, dit-on, depuis le tournant du XXIe siècle, la limite entre humanité et animalité est devenue vague, dit-on. Non pas à cause des théories darwiniennes, ça faisait évidemment depuis le milieu du XIXe siècle, nous savions l'évolution des espèces. J'ajouterais même ce point, ce qu'on découvre aujourd'hui de plus en plus, c'est que le gouffre séparant l'espèce Homo sapiens des autres espèces animales, et ce gouffre n'a cessé de s'accroître puisque Homo sapiens est désormais le seul survivant du genre Homo. Et donc, il y a désormais un gouffre entre l'être humain et ses lointains cousins chimpanzés qui n'ont jamais pu quitter leur territoire sylvestre alors que Homo sapiens a colonisé tous les écosystèmes de la Terre. Néanmoins,
pour diverses raisons, et en particulier un changement, comme on dit, de paradigme scientifique, la distinction homme-animal est devenue de moins en moins claire. Et pour le dire en termes très simples, c'est parce que l'étude de l'homme a changé de paradigme scientifique. Alors, je m'explique très rapidement. Au cours du XXe siècle, le modèle dominant pour comprendre l'homme, c'était ce qu'on appelait les sciences humaines et sociales. C'était l'histoire, la linguistique, la psychanalyse, c'était toutes ces sciences, l'anthropologie culturelle, qui étaient fondées sur une opposition entre la nature et la culture. Et donc, au fond, pour comprendre l'homme, il fallait l'opposer à l'animal. Par exemple, pour comprendre le langage humain, il fallait l'opposer au système de signaux animaux, et on disait l'animal a des systèmes de communication rudimentaires par des signaux, seul l'homme a accès au langage avec un système de signes et de symboles. La psychanalyse nous disait l'animal a des besoins qu'il satisfait, des besoins alimentaires, des besoins sexuels, etc. Seul l'homme a véritablement des désirs, parce que le désir s'oppose au besoin par le fait qu'il est accompagné d'imaginaire, de symbolique, de fantasmes, de représentations. Troisième exemple, en anthropologie culturelle, l'opposition nature-culture faisait que, bien, dans tous les domaines, on considérait que ce qui était le propre de l'humanité, c'était une culture faite, là encore, de symbolique, de représentation. Ça n'était pas les aliments crus, c'était la cuisson. Ça n'était pas simplement une manière de s'alimenter, c'était aussi des manières de table, un rituel, etc. Voilà quels étaient les grands modèles des sciences humaines au cours du XXe siècle. Elles n'ont pas véritablement changé. Et par exemple, l'histoire était là encore fondée sur l'opposition entre l'homme et l'animal. L'histoire humaine est faite de représentations, elle est faite de récits, elle est faite de narration, le récit national, etc., la manière de se représenter soi-même dans l'histoire. Quant aux animaux, ils n'avaient pas d'histoire à proprement parler, ils n'avaient qu'une évolution. Là encore, on retrouve l'opposition nature-culture, histoire-évolution. Eh bien, aujourd'hui, sous le progrès, grâce au progrès sans doute des neurosciences, grâce au progrès des différentes manières d'envisager l'animal en éthologie, il semble que cette opposition binaire se soit écroulée. De plus en plus, on applique à l'homme les modèles qui étaient des modèles biologiques qui permettaient ou qui permettent encore de comprendre l'animal. Autrement dit, à l'homme structural, dont on parlait au XXe siècle, a succédé un homme neuronal, selon l'expression de Jean-Pierre Changeux à la fin du XXe siècle. Voilà donc une raison pour laquelle les limites de l'humanité ne sont plus claires. Plus de clarté du côté du ciel, et c'est pourquoi nous avons vu monter progressivement ce courant transhumaniste ou post-humaniste qui prétend qu'en nous libérant de notre nature, de notre animalité biologique, eh bien, nous pourrons progressivement guérir toutes les maladies, pourquoi pas accéder à l'immortalité. D'un autre côté, nous avons vu apparaître, à la même époque, il y a une quinzaine d'années, une autre utopie, une autre idéologie qui nous disant que, au contraire, nous devions accepter
notre caractère animal, nous ne sommes au fond que des vivants, que des êtres vivants, et par conséquent, qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'ensemble des espèces animales et humaines, et par conséquent, avec ce modèle antispéciste que nous connaissons. D'un côté, le transhumanisme, d'un autre côté, l'antispécisme, c'est-à-dire ce sont les deux manières de nier la spécificité humaine et de rompre avec un humanisme des limites, c'est-à-dire qui nous définissent aussi parce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes ni immortels comme des dieux, ni irrationnels comme des bêtes. Voilà donc une des raisons pour lesquelles la notion même d'humanité s'est progressivement étiolée sous nos yeux. La spécificité de l'humanité progressivement a perdu son sens. Alors, je l'ai dit, il y a une raison scientifique à cela, mais il y a aussi des raisons morales. Depuis le XVIIIe siècle jusqu'à peu près la fin du XXe siècle, comment décrivait-on l'humanité ? Eh bien, on l'a décrit plus ou moins de la façon suivante. L'humanité ou l'être humain est une espèce de héros prométhéen qui triomphe de la nature hostile, rebelle, qu'il a conquis progressivement, qu'il a domestiqué grâce à sa technique et grâce au progrès des sciences et des arts. C'est une sorte de demi-dieu vainqueur de la nature grâce à son intelligence prométhéenne. C'est l'espèce vivante qui est le couronnement absolu de la nature. Voilà l'ancienne image de l'homme. Quelle est l'image actuelle que l'on se fait de l'homme ? Eh bien, c'est le contraire. Ce n'est plus un héros prométhéen qui conquiert la nature grâce à sa technique, c'est le bourreau d'une nature victime en voie de destruction. C'est l'espèce vivante qui s'emploie à détruire les autres vivants, le superprédateur qui a assujetti toutes les autres espèces pour les mettre à son service, qui pollue son habitat, qui croît numériquement jusqu'à la démesure, qui a épuisé le sol et le sous-sol à cause de son industrie envahissante et qui utilise les énergies fossiles pour servir ses conquêtes, dont la redoutable technique s'avère capable de faire exploser la planète. Voilà deux images en conflit. Il y a une vingtaine d'années, encore une trentaine d'années, c'était l'image du héros conquérant. Aujourd'hui, c'est le super prédateur. Hier encore, la technique était libératrice. Aujourd'hui, la technique est le symbole même de l'asservissement de la nature. Laquelle de ces deux images est vraie ? Les deux, évidemment. Les deux sont vrais. Il n'y a d'ailleurs aucun sens à se demander si l'homme est bon ou mauvais, si la technique est bonne ou mauvaise. Platon disait déjà que la technique en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, c'est la même technique qui sert au médecin et à l'empoisonneur. Il n'y a aucune raison de faire porter sur la technique le poids du bien ou le poids du mal. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Alors, en tout cas, on ne croit plus en la spécificité de l'être humain, je l'ai dit. On ne croit plus non plus en la possibilité de l'émancipation de l'humanité. Et surtout, et c'est le point où je voulais en venir, la troisième raison de la crise que nous traversons, la crise des représentations, c'est qu'il ne semble plus qu'il y ait de fondement à une des idées elle-même au principe de tout humanisme, l'idée que tous les êtres humains ont une valeur égale. Je définis en effet l'humanisme par
3 principes. Premier principe, l'humanité est une communauté morale. Et je dirais même que c'est la seule communauté morale absolue. Cela ne signifie pas que nous n'ayons pas aussi une communauté avec l'ensemble des êtres souffrants, qu'ils soient humains ou non, que nous n'ayons pas une communauté avec l'ensemble des êtres naturels. Il y a bien peut-être une communauté naturelle, mais la seule communauté morale absolue, c'est l'humanité. C'est le premier principe. Le second principe de l'humanisme, tel que je le définis, de façon que j'espère la plus rigoureuse, parce que sinon l'humanisme est un mot vide. Deuxième principe, l'humanité est source de valeur et la seule source de valeur. Je ne nie pas qu'il puisse y avoir d'autres sources de valeur. Pour ceux qui croient en un Dieu révélé, il peut y avoir des textes sacrés, mais en dernière instance, ces valeurs n'ont de sens que si elles sont reprises, reconnues, admises par l'humanité comme telle. Je dis, second principe donc, l'humanité est seule source de valeur. Et troisième principe, tous les êtres humains sont égaux. Alors, sur quoi peut se fonder cette idée ? Permettez. Sur quoi peut se fonder cette idée, au fond assez étrange, selon laquelle nous reconnaissons en tout autre être humain un être humain qui a une valeur égale à tout autre. Parfois on emploie, pour définir cette valeur, le mot de dignité. Ce mot a été introduit, en particulier dans la Déclaration universelle des droits humains après la Seconde Guerre mondiale. J'ouvre une petite parenthèse sur le mot dignité. C'est un mot extrêmement important sur lequel il faut réfléchir. Il y a cependant deux définitions de la dignité, deux définitions philosophiques qui ne sont pas tout à fait équivalentes ou synonymes. Une définition de la dignité qui remonte à un philosophe anglais qui s'appelait John Locke, selon lequel la dignité, c'est l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de tout être humain à se déterminer lui-même, au contraire des choses du monde ou des autres êtres de la nature qui n'ont pas ce pouvoir autonome de volonté propre. C'est une définition possible. Une autre définition, qui est celle qui remonte à la philosophie allemande, cette fois-ci à Kant, consiste à définir la dignité comme le fait que chaque être humain doit toujours être considéré comme une fin en soi et non pas seulement comme un moyen. C'est la notion de personne humaine. On ne doit jamais se servir d'un autre humain, d'un autre être humain comme d'un moyen. Il est une fin en soi. Je ferme la parenthèse. Le problème est de savoir, le problème que je pose et que j'ai essayé de poser dans le livre dont parlait tout à l'heure Jean-Pierre, c'est-à-dire Plaidoyer pour l'universel, c'est d'où vient, comment, sur quoi repose cette idée d'égalité des êtres humains. Alors très longtemps, enfin disons à partir de la Renaissance du XVIe siècle, c'est une idée que vous trouvez qui naît surtout après les guerres de religion d'ailleurs. C'est l'idée au fond que nous sommes tous égaux devant Dieu parce que Dieu a fait tous les êtres humains égaux. C'est l'idée que le Dieu révélé est la seule source au fond de toute valeur et que par conséquent, comme son œuvre la plus haute, son œuvre principale, son œuvre la plus élevée, c'est la création de l'être humain, eh bien, par définition, tous les êtres humains sont sortis de sa main et ils ont une valeur égale.
Alors c'est ce qu'on appelle l'humanisme théiste. Alors il continue d'inspirer une petite partie des religions monothéistes. Mais d'où vient sa fragilité? Parce que vient du fait que cet humanisme théiste s'est toujours heurté à une autre vision, à une autre lecture de la révélation des monothéismes, qui obéissent plus ou moins au raisonnement suivant. Le Dieu révélé, oui, c'est vrai, dit-on, c'est la seule source de valeur, et c'est dans la révélation que se trouvent toutes les vérités. Par conséquent, au lieu d'en déduire que tous les êtres humains sont égaux, on en déduit au contraire que ne valent seulement que les êtres humains qui ont reconnu cette révélation, qui ont reconnu la parole divine. Alors, dans toute l'histoire des religions, vous avez ce conflit. Par exemple, vous l'avez aujourd'hui dans l'islam. Il a été très longtemps dominant dans le christianisme. Nous, les vrais chrétiens ou les vrais musulmans, nous sommes justifiés à faire la guerre aux mécréants qui n'ont pas reconnu la loi, la véritable loi, la seule loi ou la vraie interprétation des textes. Et nous sommes donc autorisés à réduire en servitude les infidèles, les ennemis de la vérité, ou, à défaut, de les convertir de force, s'il le faut, en tout cas, pour sauver leur âme, parce que c'est leur intérêt à eux. Par conséquent, à partir de la même idée, la vérité se trouve dans les textes révélés par Dieu aux hommes. Vous avez une conclusion qui peut être humaniste, donc tous les hommes sont égaux, ou une conclusion anti-humaniste, ne sont égaux que ceux qui ont reconnu cette révélation. Et les autres, nous sommes autorisés à les réduire en esclavage ou à les convertir de force. Autrement dit, excusez l'expression, Dieu a bon dos. Il excuse tout, il prouve tout et son contraire. Tous les hommes sont égaux en Dieu et par lui, ou au contraire, tous les hommes sont inégaux selon qu'ils le reconnaissent ou non, qu'ils reconnaissent que c'est lui le Dieu, le seul vrai Dieu, etc. Alors cette crise, elle a été vécue à l'époque des Lumières. Et c'est pourquoi, à l'époque des Lumières, plutôt qu'un Dieu créateur, on a recouru à un autre fondement possible, qui était l'idée d'une nature. Et par exemple, dans le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit. C'est l'idée que les hommes sont naturellement égaux, qu'ils naissent naturellement égaux. C'est la naissance des droits humains et de leur vocation universaliste. Alors on peut discuter, il y avait là une part sans doute d'individualisme bourgeois, comme disaient les marxistes, propre à l'Europe du XVIIIe siècle, mais il y avait aussi une part indiscutable d'universalisme, d'émancipation de l'humanité par la conquête des libertés individuelles. Quoi qu'il en soit, ces déclarations, cette idée que par nature tous les hommes sont égaux, ne reposaient pas sur grand-chose. Parce que ce que l'on constate au contraire, c'est que les hommes sont par nature plutôt inégaux. En tout cas, qu'ils sont naturellement tous différents, ce qui d'ailleurs ne conduit pas nécessairement à proclamer qu'ils sont inégaux. Mais sur quoi repose cette idée d'égalité naturelle? Les hommes et les femmes naissent certaines fortes, faibles, vulnérables ou moins vulnérables, mais c'est précisément le rôle de la morale, le rôle des normes humaines, le rôle d'une société de faire d'êtres qui sont naturellement inégaux, de fonder une société d'égalité. Donc ce n'est pas la nature qui donne l'égalité, c'est au contraire
notre morale proprement humaine qui s'insurge contre les différences et les inégalités naturelles. Les hommes naissent et demeurent inégaux. Et c'est pourquoi ils doivent être égaux en droit. Donc, je crois que là encore, on peut dire que la nature a bon dos. Elle prouve tout et son contraire. Elle prouve tout et son contraire. On peut dire ou affirmer que tous les hommes naissent égaux ou au contraire qu'ils naissent naturellement inégaux, puisque la nature a fait des forts et des faibles. Si la nature vraiment était source de valeur, il faudrait la laisser faire. Et comme certains en ont déduit, dans ce cas-là, que les puissants écrasent les faibles. C'est la nature. Voilà le bilan. Un universalisme menacé de toutes parts par le relativisme culturel ou par le nihilisme moral, un humanisme dont s'écroule le concept central qui est celui d'égalité de tous. Et au centre de tout cela, le concept d'humanité qui semble perdre de toute son épaisseur. Alors on est face à une alternative qui est au fond assez dramatique. Est-ce qu'on peut fonder cet universalisme humanisme ou est-ce qu'il faut céder au relativisme dominant? À chacun sa culture, à chacun son truc. Là-bas, voilà, telle ou telle civilisation, les veuves doivent se suicider ou les fillettes doivent se marier à 8 ans. Chacun son truc. Nous, notre truc, c'est l'universel. Eux, c'est le particulier. Il y a quelque chose qui est évidemment absurde là-dedans, puisque un universel qui serait particulier, c'est une contradiction dans les termes. La question que je me suis donc posée depuis une dizaine d'années, depuis cette trilogie dont parlait Jean-Pierre, c'est-à-dire Notre humanité, premier volume, 3 utopies contemporaines et plaidoyer pour l'universel, est la suivante. Est-ce qu'il serait possible de fonder l'universalisme sur quelque chose qui ne serait ni Dieu ni la nature? Est-ce qu'il serait possible de fonder l'idée que tous les êtres humains sont égaux sur quel sol ça repose? Nous sommes apparemment complètement démunis, conceptuellement. La proposition que j'ai faite, c'est de dire, est-ce qu'il y a dans le concept même d'humanité quelque chose qui peut fonder l'humanisme? Est-ce qu'il y a dans l'éthique humaniste, c'est-à-dire l'idée de valeur intrinsèque, de valeur égale de tous les êtres humains, quelque chose qui permette de le fonder sur l'être même de l'homme? Alors, sur quoi fonder cette éthique sur laquelle nous reconnaissons chaque autre être humain un être humain égal à moi? Alors, il y a eu des tentatives diverses. Les premières tentatives a été qu'au XVIIIe siècle, on a cherché l'origine de cette moralité qui fait que nous nous reconnaissons tous dans l'autre comme un égal, dans l'idée que tous les êtres humains avaient ou devraient avoir un sens moral originel, naturel, une tendance naturelle à l'empathie, à la compassion pour tous les autres. Alors, il est clair, évidemment, que la compassion, l'empathie, la sympathie que nous pouvons avoir, ou la pitié, comme disait Rousseau, que nous pouvons avoir pour tous les êtres souffrants, est quelque chose qui nous porte à la moralité. Néanmoins, ce fondement serait extrêmement fragile. Pour quelle raison? Parce que ces émotions sont extrêmement variables d'un individu à l'autre, d'abord. Que deuxièmement, elles ne sont pas propres à l'humanité. Et surtout,
elles ne peuvent pas être source de normes morales ou source de valeurs. D'ailleurs, ce qu'on appelle ces émotions morales, que sont la pitié, la compassion, qui sont et qui doivent être encouragées, ne peuvent pas être source de valeur parce qu'elles sont généralement mauvaises conseillères. Nul n'éprouve de sympathie pour tous les êtres humains. On éprouve de sympathie pour certains et de l'antipathie pour d'autres. Et d'ailleurs, c'est même un argument que l'on trouve souvent du côté de l'extrême droite de l'échiquier politique. On éprouve de sympathie plutôt pour ses semblables et moins pour ses dissemblables. Donc ça ne peut pas être un fondement universaliste. D'autre part, on n'éprouve pas de sympathie, de compassion ou de pitié seulement pour les êtres humains. C'est d'ailleurs un des arguments principaux des éthiques animalistes aujourd'hui. C'est vrai, on peut éprouver une très grande compassion pour un animal qui souffre. Et à supposer qu'on éprouve de la sympathie que pour ses semblables, qu'en est-il de ceux qui sont dissemblables ? Quant à la compassion au sens de pitié, je disais qu'elle est mauvaise conseillère. Pourquoi ? On éprouve plus de pitié pour l'oiseau tombé du nid sous nos yeux que pour une lointaine épidémie de choléra dont nous ne connaissons que des statistiques. Or, du point de vue de la justice, évidemment, il n'y a pas de commune mesure entre ces deux mots. Ça ne peut donc pas être un principe au fondement de notre moralité. Alors, il y a eu, au XVIIIe siècle, un certain nombre de tentatives pour dire non, la véritable source de l'idée d'égalité morale, la véritable source de l'universalisme, c'est une certaine définition de l'homme comme être rationnel. C'est dans la raison qu'il faut trouver le fondement de la conduite morale et surtout de l'universalisme humaniste. Alors, la grande discussion qui a opposé les philosophes était la suivante. Est-ce que la raison seule, peut nous indiquer la meilleure conduite, la conduite morale ? On pourra dire, avec Descartes, la raison ou le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Peut-être que nous sommes tous égaux en ce sens que nous avons tous la capacité rationnelle. Peut-être que c'est cela qui fait de nous des êtres humains. Peut-être. Je dis bien peut-être parce que je vais rectifier dans un instant. En tout cas, ce n'est pas ce qui permet de définir notre conduite. Un certain nombre de philosophes du XVIIIe siècle, par exemple David Hume, anglais, montraient qu'au fond, la raison n'a qu'un rôle instrumental. C'est-à-dire, vous donnez à la raison n'importe quel but, elle vous trouvera les meilleurs moyens d'accéder à ce but. Vous lui fixez n'importe quelle finalité, elle est capable de calculer les moyens les plus économiques, les plus rentables pour obtenir cette finalité. Est-ce qu'elle est capable de vous fournir la bonne fin ? Est-ce qu'elle est capable de vous fournir le but qui est vraiment moral ? Hume disait « impossible ». Il y a une formule célèbre de David Hume qui était la suivante, « Il n'est pas contraire à la raison de préférer l'écroulement du monde à une douleur à mon petit doigt. » Alors ça paraît absurde, évidemment, tout le monde est bien d'accord qu'une douleur à mon petit doigt vaut moins que l'écroulement du monde. Oui, mais ce qu'il dit, c'est que vous ne pouvez pas le prouver rationnellement. Et cette critique, on l'a retrouvée après la Seconde Guerre mondiale en philosophie dans l'école de Francfort, ces philosophes disaient
nous avons bien vu quel était le rôle de la raison, de la rationalité. C'était un pur calcul de moyens. Vous avez bien vu ce qu'était le totalitarisme, vous avez bien vu ce qu'était le nazisme ou ce qu'était le stalinisme. C'était des systèmes absolument rationnels, totalement rationnels. La rationalité au service de quoi? D'une fin complètement hors de la raison. L'extermination d'un peuple ou l'extermination d'une classe sociale, mais ça n'est pas le rôle de la raison, disait-il. Le rôle de la raison, c'est une raison calculatrice. C'est comme un ordinateur. Alors évidemment, la grande question qui se pose encore aujourd'hui est de savoir si la raison est seulement instrumentale, si elle n'est qu'un moyen de calcul. Parce qu'un des plus grands philosophes de l'histoire, Emmanuel Kant, a essayé de montrer le contraire. Il a essayé de montrer que la raison, par elle seule, pouvait être morale et pouvait être le fondement de l'universalisme humanisme. Son idée est que agir rationnellement, c'est toujours agir en faisant abstraction de toutes les particularités de mon individualité. Et donc, quand j'agis rationnellement, j'agis comme tout le monde devrait en faire autant. Autrement dit, seule cette idée de devoir est universalisable. Alors, la raison est-elle ce qui permet de fonder l'universalisme humanisme ou n'est-elle au contraire qu'un moyen? Alors, il faut revenir à la question, j'ai dit il y a quelques minutes, il faut revenir à la question de savoir si la raison est bien le propre de l'homme. Ça a été longtemps la définition qu'on a donnée depuis l'Antiquité. L'homme est un animal rationnel, un animal doté de logos, disait-on, mais le mot logos a été traduit en latin par ratio. Or, le mot logos en grec a deux sens qui sont d'un côté ratio, raison, et d'un autre côté discours, langage. Or, il me semble qu'en faisant le passage du grec au latin, en passant de l'homme doué, animal doté de logos, animal rationnel, on a perdu quelque chose d'essentiel. Je m'explique. Peut-on dire que la spécificité, le propre de l'homme, c'est la raison? Si c'est la raison au sens dont je viens de donner une définition provisoire, une capacité de calcul à déterminer les meilleurs moyens, les plus économiques, les plus rentables, les plus efficaces pour obtenir une fin déterminée, à ce moment-là, on dira non, ça n'est pas le propre de l'homme, c'est le propre de certaines machines. Ce que fait aujourd'hui, par exemple, ce que font aujourd'hui les machines en termes de calcul rationnel est bien supérieur à ce que font les êtres humains. Vous vous souvenez de la tête de Kasparov lorsqu'il a été champion du monde d'échecs, lorsqu'il a été battu par ce qu'il appelait un tas de ferraille, c'est-à-dire par un ordinateur, qui s'est montré, dans ce calcul raisonnable des moyens et des fins, une machine bien plus efficace que le cerveau humain. Donc, à quoi bon définir l'être humain comme un être rationnel, puisqu'il y a des êtres qui sont meilleurs que lui en cette matière? Donc cette idée paraît aujourd'hui obsolète. Alors, tournons-nous vers l'autre aspect du logos. On a longtemps dit, oui, mais la spécificité de l'homme, c'est le langage. Je crois que là encore, c'est insuffisant. Nous savons aujourd'hui que la plupart des espèces animales sociales ont des systèmes de communication, ont des systèmes d'expression, et parfois même des systèmes assez élaborés d'expression et de communication, concernant, par exemple,
l'arrivée d'un prédateur ou par exemple la situation d'une source de nourriture. Ils sont capables de communiquer cela. Pourtant, il y a une spécificité du langage humain. Quelle est la spécificité du langage humain? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a au moins deux qui m'intéressent. La première spécificité, c'est que, alors que les langages animaux ou les systèmes de communication animale ont une communication assez fixe, par exemple, telle espèce de macaque a 5, 10, 15 signes pour distinguer les différents prédateurs, le langage humain n'a pas cette limitation. Combien y a-t-il de signes? Quelques milliers peut-être dans chaque langue. Mais combien peut-on dire de messages? Une infinité. Vous n'avez jamais entendu la phrase que je suis en train de dire et pourtant vous la comprenez immédiatement. Un enfant de 5 ans la comprendrait aussi immédiatement. La capacité du langage humain, unique, c'est son infinité. La capacité à produire sans cesse des phrases nouvelles. Et un enfant nous émerveille parce qu'il est capable de dire des choses qu'il n'a jamais entendues, à produire du nouveau sans cesse. L'infinie capacité du langage humain est une propriété de l'homme. Il y a une deuxième propriété du langage humain qui est strictement humaine, la capacité de la négation, c'est-à-dire la capacité d'affirmer ou de nier. Ce que tu me dis, je peux l'approuver, oui, tu as raison, ou je peux le nier. La capacité, autrement dit, à parler de quelque chose, de la même chose, de ce téléphone, et l'un me dit « Ah, il est bon ton téléphone », et je lui dis « Non, il faut que je l'apporte en réparation ». Bref, nous parlons de la même chose et nous pouvons en dire des choses contraires. Et ça, c'est une particularité du langage humain. La capacité au oui et au non. La capacité à approuver ou à désapprouver. À affirmer ou à nier. Alors, est-ce la raison? Non. Est-ce le langage? Non. La spécificité du langage, la spécificité de l'homme, la propriété par excellence de l'homme, c'est la capacité à raisonner par et dans le langage. Et par et dans le langage avec l'autre. Autrement dit, ce qui est propre à l'homme, ça n'est pas la raison seule, ça n'est pas le langage seul, c'est la raison dans le langage ou c'est le langage rationnel, c'est-à-dire la capacité au dialogue argumentatif, la capacité à penser ensemble, en communauté, à avancer des arguments, à les refuser, à les discuter. Ça, c'est une propriété qui tient à la fois de la rationalité, mais qui n'est pas une rationalité simplement instrumentale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça n'est pas un langage. Le langage humain ne sert pas simplement à exprimer des émotions, il ne sert pas simplement à communiquer des informations, il sert avant tout à dialoguer. Et cette capacité, je l'appelle propre à l'homme, je l'appelle la raison dialogique. Alors en quoi la raison dialogique peut-elle être au fondement de l'universalisme humaniste? Alors, faisons très rapidement, pour terminer, Jean-Pierre, j'ai encore quelques temps? Pas beaucoup. D'accord. D'accord. Donc, 5 minutes encore? Voilà. Faisons, pour terminer, une expérience de pensée. Imaginons des êtres humains qui soient qui ne sauraient pas qui ils sont et qui seraient simplement réduits à leur raison. Des êtres humains réunis quelque part, mais qui ne sauraient pas ni s'ils sont hommes ou femmes, ni s'ils sont
malades ou bien portants, s'ils sont vulnérables ou puissants, s'ils sont riches ou pauvres, et mettons-les à discuter de la morale qu'ils aimeraient reconnaître dans le monde. Alors, première hypothèse, ils ont une raison purement instrumentale, au sens que j'ai dit tout à l'heure. Alors chacun se dirait, oh là, je ne sais pas dans quel monde je vais vivre, je ne sais pas si je serai un homme ou une femme, un homosexuel ou un hétérosexuel, je ne sais pas si je serai fort ou faible, riche ou pauvre. Donc, quel est le principe que je vais vouloir mettre en œuvre? Eh bien, une espèce de principe de ce qu'on appelle l'homo economicus, c'est-à-dire tenter par tous les moyens d'avoir le maximum alors ce qu'on peut appeler viser au maximum mon bien en évitant au maximum les maux. Et chacun pourrait en faire autant. Nous arrivons donc à une morale égoïste et individualiste. Si on estime qu'ils ont une raison comme Kant imaginait, on peut estimer qu'ils arriveraient à une espèce de morale altruiste où tous partagent la même raison. Mais comment le savoir si la raison est instrumentale ou si elle ne l'est pas? Alors je fais une troisième hypothèse. Supposons que nous réunissions ces êtres humains, par exemple l'assemblée que vous êtes, l'assemblée que nous sommes tous différents, nous ne nous connaissons pas, nous faisons abstraction de qui nous sommes, hommes ou femmes, forts ou faibles, riches ou pauvres, puissants ou misérables, malades ou bien portants, en situation de handicap ou non, et réfléchissons dans cette communauté imaginaire qui est la nôtre aujourd'hui, à cet instant, mais qui pourrait être l'humanité entière, au principe que nous allons aborder si nous avons la raison dialogique. Si nous avons non pas la raison instrumentale ou la raison kantienne, mais la raison dialogique telle que je viens de la définir. Alors nous nous mettons à discuter. Mais personne ne peut dire « Ah, moi, en tant qu'homme, ou en tant que femme, ou en tant que blanc, ou en tant que noir, ou en tant que malade, ou en tant que... etc. » On n'a pas le droit de dire « en tant que » puisque nous ne savons pas quelle est notre identité. Nous ne savons pas en tant que quoi nous sommes. Nous sommes simplement dotés de raisons dialogiques. Point final. Eh bien, munis de cette raison dialogique, nous commençons à discuter. Ah, mais, dit l'un, je ne sais pas, peut-être que dans le monde réel, en dehors de cette assemblée imaginaire que nous formons, peut-être que voilà, je serai malade, peut-être que je serai en situation de handicap. Un autre dit, je t'aiderai. Oui, mais d'accord, tu m'aideras à condition, tu m'aideras, mais moi aussi, je le ferai. Donc chacun décide d'aider les autres à condition que les autres en fassent autant. C'est une espèce de contrat puisque nous ne savons pas qui nous sommes. Alors, au bout du compte, quelle est la morale qui se tire de la raison dialogique? Une éthique de la réciprocité. Une éthique de la réciprocité puisque la situation originelle, qui est celle dans laquelle nous sommes parce que nous sommes tous dotés de cette raison dialogique, cette capacité à argumenter, cette capacité à dire oui ou non, à nous mettre donc à la place des autres, puisque nous ne savons pas qui nous sommes, cette capacité nous donne la clé de l'universalisme humaniste. La clé, c'est l'idée de réciprocité. Et je dirais, pour conclure, que cette idée de réciprocité permet, en quelque sorte, d'en finir avec ce que j'ai appelé, dans ce dernier livre, la guerre des valeurs. Chacun, au fond, reconnaît des valeurs qu'il estime être supérieures, à toutes les autres. Mais il faut le dire, il y a des valeurs universelles. Et ces valeurs universelles, elles sont avant tout données par la forme
universelle qui est celle que je viens de définir par la raison dialogique. Il y a des valeurs universelles qui transcendent donc les convictions morales individuelles, qui transcendent donc les croyances religieuses ou les appartenances culturelles différentes. Quelles sont ces valeurs? Eh bien, ce sont toutes les valeurs dans lesquelles il y a l'idée de réciprocité. Ces valeurs peuvent être juridiques, les libertés fondamentales n'ont de sens que parce qu'elles sont partagées. Les valeurs morales, la dignité suppose que je traite l'autre comme je voudrais qu'il me traite. Réciprocité. Valeurs judiciaires, le respect du contradictoire. Lorsqu'il y a un accusé, il doit pouvoir y avoir opposition des thèses. C'est encore l'idée de réciprocité. Et c'est la raison dialogique qui est à l'œuvre dans n'importe quel procès pénal ou civil. Épistémique, les procédures scientifiques veulent que tout ce qui est démontré par une preuve peut être refait par un autre ou par tout autre. C'est le fondement de la raison scientifique. Je l'ai dit, l'universalisme n'est pas une idée occidentale, parce qu'il y a des antigones partout. Pour prendre un exemple, simplement, le califat andalou au Xe siècle, lorsque cohabitaient en Andalousie, à Cordoue en particulier, les cultures chrétiennes, musulmanes et juives, étaient beaucoup plus universaliste que ce qu'allait devenir l'Europe quelques siècles plus tard, sous les rois catholiques, qui en 1492 expulsèrent musulmans et juifs d'Espagne, l'année même où Christophe Colomb découvrait l'Amérique, pour le malheur des peuples qui s'y trouvaient. Alors je conclurai que l'universalisme n'est donc pas un obstacle à l'émancipation. Il ne peut être que son objectif. Et là encore, à condition qu'il se fonde sur quelque chose comme ce que j'ai appelé la raison dialogique. Ni une raison purement instrumentale, ni une raison rigidement morale qui nous donne des devoirs absolus, mais une raison qui se confond avec la faculté de parler, de dialoguer, d'argumenter et d'échanger avec tout autre. Je vous remercie de votre attention. Non, pas de questions. On n'a pas le temps pour les questions. Francis, je vous remercie pour ce brillant exposé. On n'attendait pas moins de vous quand même. Et notamment ce point d'orgue que vous venez donc d'apporter à la fin de votre intervention, c'est-à-dire vous nous avez livré le concept majeur de la compréhension de votre approche philosophique, c'est-à-dire la raison dialogique. Un grand merci pour votre exposé, pour la clarté, la simplicité effectivement de vos propos. Et pour conclure, j'oserais paraphraser Pagnol peut-être. Peut-être. Dans La fille du puisatier, où Pascal Amoretti reçoit M. Mazel et il lui dit en quelque sorte, M. Mazel, les mots les plus beaux, ce sont ceux qui peuvent être dits par les petites filles. Vous avez dit, vous êtes rentré dans cette pièce et par quelques mots, vous avez fait briller nos meubles. Et vous, M. Wolf, par ces mots merveilleux que vous nous avez livrés, nous les avons entendus comme les enfants que nous sommes et que nous restons. Et ces mots, ils ont fait briller et ils vont faire briller notre intelligence. Et je suis sûr que dans le cours de nos travaux en loge, la parole va se construire et va aller au-delà, effectivement, donc, de ce qui nous pousse, nous, maçons, à aller précisément au-delà de la raison et du rationnel. Encore une fois, Francis, merci. Merci à vous. Donc, notre conférence est terminée, mais notre cher philosophe est à votre disposition dans la salle des bibliothèques
pour signer 6 ouvrages. Je vous ai rappelé les ouvrages majeurs, mais vous allez les découvrir effectivement à la bibliothèque. Merci Francis.